Bonjour à tous, salut David. Salut Jérémy. Alors du coup, pour les nouveaux qui rejoignent la chaîne, je m'appelle Jérémy, je suis naturopathe. Donc vous êtes sur la chaîne Vitality TV. Aujourd'hui, on est avec David Delorme-Vert, donc qui est un naturopathe depuis plus de 20 ans, si je me trompe pas. Voilà, tu te trompes pas, depuis 97, donc ça fait un peu plus que 20 ans. Donc David, il a une chaîne YouTube qui s'appelle L'Orme Vert. Tu as une deuxième chaîne qui traite un peu plus de l'énergétique, si je me trompe pas, si Tu- elle est toujours active ou pas. Elle est active, elle est toujours là, sauf que j'ai pas le temps de faire des vidéos. Déjà que j'ai pas le temps de faire toutes les vidéos que j'aimerais faire sur ma chaîne principale, l'Orme Vert. Ça va venir. Voilà, ça va venir. Il faut que j'arrive à dégager du temps, sachant que ce qui me demande le plus de temps, c'est le montage des vidéos. C'est pas tant les vidéos, c'est après le montage pour faire quelque chose de propre. Ouais, je sais ce que c'est. Donc voilà, tu as deux chaînes YouTube, tu as un site internet de recettes de cuisine, tu gères aussi un groupe Facebook et tu as également une marque de compléments alimentaires. Donc on mettra tous les liens en description, vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Donc aujourd'hui, un petit peu comme avec la semaine dernière, l'interview avec Jean-Brice Tivan, donc j'ai des questions à poser à David qui vont tourner principalement autour de l'alimentation, mais pas que. J'ai vu que voilà, tu avais commencé l'expérience du régime cétogène. Donc moi, je me suis demandé une chose, c'est que voilà, tu es quand même un naturopathe, entre guillemets, qui a de la bouteille. T'as vu, à mon avis, tu as vu passer plein de choses ces dernières années. Tu as évolué, tes idées ont évolué sur certains points. Tu dis qu'avant, tu étais sur un régime low carb. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a motivé en fait à aller encore plus loin, à passer d'un régime low carb à un régime cétogène en fait? Pour commencer, eh ben, il faut savoir que à mesure que les années passaient, que j'ai changé mon régime alimentaire, j'ai toujours pensé que j'étais au régime alimentaire le meilleur pour moi, le plus optimal. Donc je suis passé d'un régime alimentaire classique à un régime alimentaire où j'ai supprimé le gluten, où j'ai supprimé les produits laitiers. Je consommais quand même pas mal de féculents, pas mal de glucides, trop de fruits, un peu de sucre. Et puis j'ai décidé il y a 4 ans de passer en low carb parce que je pensais que c'était quand même ce qui était le mieux. Donc j'ai supprimé les féculents du quotidien, j'ai continué à manger des fruits et donc trop de fruits et un petit peu de sucre de temps en temps. Et je pensais que c'était optimal. Je pensais que là, j'étais bien et puis je me suis rendu compte que j'étais pas si bien que ça. Il y a 3 ans, j'ai eu une petite crise d'arthrite dans les mains. Alors, l'arthrite, au début, on a des crises, des inflammations. Donc, quand on appuie sur les phalanges ou sur les os, ça te fait mal. C'est pas normal d'avoir mal quand tu appuies sur les os de ta main. Et donc, je suis un tempérament qu'on appelle neuroarthritique. Donc, je suis censé aller vers ce type de problème. Et à la fin, ça te fait des mains qui sont toutes déformées avec des doigts qui vont à gauche, à droite, comme ça, tu sais, comme ça, là, ils se tordent. Donc, j'ai pas envie d'avoir ça. Voilà, alors c'était une crise, hein, c'est pas quelque chose que j'ai toute l'année, ça a duré, quelques semaines. Bon, là, je me suis dit: «OK», j'avais, je sais pas quel âge, là j'ai 50 ans, donc j'avais, 46-47 ans. Je me suis dit: «Il y a quelque chose qui ne va pas». Bon, je savais pas ce qui allait pas et puis, bah, j'ai continué comme ça pendant quelques années. En fait, je suis arrivé dans le régime cétogène grâce ou à cause d'une végane extrémiste qui s'appelle Cynthia et qui a fait une vidéo sur moi que j'ai pas du tout appréciée, mais j'ai fait une réponse que j'ai bien aimée. Et en fait, en étudiant bah, ce régime, le sien, qui est le régime HCLF, donc qui est l'opposé du régime cétogène, elle suit un régime qui est très riche en glucides, qui ne contient quasiment pas de gras et quasiment pas de protéines. Et en fait, en étudiant son régime à elle et le régime opposé qui est le régime cétogène, bah, c'est là, en fait, que je me suis plongé dans le régime cétogène. Et donc ça a commencé comme ça, en juin 2023. Grâce à elle, j'ai commencé à lire des livres sur le régime cétogène et là, je me suis dit: «Mais en fait, il y a quelque chose derrière le régime cétogène. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant». Et moi, j'ai entendu parler la première fois du régime cétogène, mais ça s'appelait pas comme ça, pendant mes études de naturo. On parlait du régime Atkins. Hmm. Et en fait, Atkins, donc c'est un médecin qui a créé un régime alimentaire, à la fin des années 60, début 70, pour faire maigrir les gens. Parce que, les États-Unis sont en avance sur nous, ils ont été en surpoids et avec des problèmes d'obésité en avance, à quelques décennies d'avance sur nous. Et donc ils avaient un problème, de surpoids qu'il fallait régler et donc Atkins avait trouvé une solution, sauf que son régime il était pas au point, donc il a été amélioré depuis. Bon, Atkins, il est mort, hein, mais il a été amélioré depuis par, par d'autres médecins
Et donc voilà, moi j'ai découvert ce régime alimentaire cétogène, heu, fin des années 90, sauf qu'à l'époque, eh ben, on disait que c'était un régime complètement déséquilibré. Il y avait, enfin toujours avec la même chose, trop de viande, trop de gras saturés, pas assez de fruits et de légumes, donc voilà. Mais je sais pas, et ce régime alimentaire Atkins, il est resté quand même, à l'intérieur de moi, et puis, bah, voilà, c'est ressorti là, et puis, bah, là, je suis en train de finir un livre, qui s'appelle «Le nouveau régime Atkins», intéressant, et voilà comment je suis arrivé jusqu'au régime cétogène, donc c'est toute une histoire. Est-ce que tu peux nous dire, quelle quantité de bon, je suis peut-être pas, exact, mais quelle quantité de glucides tu mangeais quand tu étais en low carb à peu près? Alors en low carb, alors c'est simple, c'est que dans dans les lives que je faisais, je montrais mes assiettes. Les gens, ils peuvent voir ce que je mangeais quand j'étais en low carb, et donc pas de féculents. Alors, la quantité de glucides, je sais pas. Mais au quotidien, il y avait pas de féculents. Donc les légumes que je mangeais, bah, c'est les légumes que je mange toujours en régime cétogène. La différence, en fait, c'est que, premièrement, j'étais pas céto-adapté. Quand tu es pas céto-adapté, c'est le low carb peut poser problème sur le long terme. Quand tu es pas céto-adapté, tu continues à utiliser comme carburant principal le glucose, et tu es pas encore capable de fabriquer des corps cétoniques et d'utiliser principalement le gras, notamment pour tes muscles, pour le cœur, hein. Je rappelle que le cœur, qu'on soit, en régime cétogène ou pas, il fonctionne à 70 aux acides gras. En fait, le régime low carb, il peut poser problème parce qu'en fait, si tu utilises du glucose, que tu n'apportes pas assez de glucose, tout au long de ta journée, et que tu apportes pas assez de gras pour être en cétose, et ben, ton corps, il va fabriquer du glucose à partir de tes muscles grâce à la néoglucogénèse. Donc je pense que ça, c'est un problème aussi, ce low carb, en fait, il peut sembler être une bonne solution pour beaucoup de gens. Moi, je me suis rendu compte, par exemple, que quand tu es en low carb, comme je l'étais, le matin, quand tu commences à avoir faim, tu as une faim d'ogre, qu'on n'a plus en régime cétogène. Parce qu'en régime cétogène, comme tu es capable de brûler du gras, tu vas brûler ton propre gras. C'est-à-dire que quand tu es en état de jeûne partiel parce que, tu n'as pas mangé depuis X heures, eh ben, ton corps, naturellement, il va utiliser ton gras qui est en réserve, même si tu es mince, tu as toujours du gras, et du coup, tu n'as pas ce même type de faim, et ça, c'est un problème avec le low carb, parce que je pense que moi, je j'utilisais, en fait, mes muscles comme, carburant d'appoint parce que je mangeais pas assez gras, parce que j'étais pas céto-adapté. Donc, en termes de quantité, de glucides, je sais pas, je pourrais pas te dire, mais je mangeais pas de féculents, donc moi, mes glucides, c'était les légumes. En été, des fruits. Alors là, beaucoup trop de fruits, on en parlera après, du problème du fructose, mais alors ça c'est mon dada. En fait, je suis quelqu'un qui a bouffé des fruits toute sa vie en quantité beaucoup trop importante, et je suis un des rares à décrier autant les fruits et le fructose parce que je me rends compte que c'est en fait une vraie saloperie, ce fructose. Et bon, on en parlera après. Mais voilà, donc trop de fruits, un peu de sucre. Alors je mangeais un petit peu de chocolat noir, de temps en temps des desserts, mais c'était pas au quotidien. Mais tu vois, en fait, parfois quand tu suis un régime alimentaire, tu te rends pas compte des quantités que tu ingères. Et quand tu commences à calculer, tu dis: «Ah ouais, quand même, ça, plus ça, bah, finalement ça fait une certaine quantité de glucides», et cette quantité, elle peut être quand même, trop importante pour avoir un régime alimentaire sain, un régime alimentaire qui va pas te générer des inflammations. Moi, j'avais, des crises d'eczéma. Alors bon, je le dis, hein, mes crises d'eczéma et d'arthrite, parce que j'ai dit, dans une vidéo, sur ma chaîne, je parle de ça, et puis il y en a qui disent, que je suis toujours malade. Bon, faut arrêter, hein, il y en a quand même qui psychotent, ils me connaissent pas et ils donnent un avis sur, mon quotidien. Non, c'est pas parce que j'ai eu, une crise d'arthrite, il y a 3 ans, et une crise d'eczéma, je sais même plus quand c'était la dernière parce que c'est tellement rare. Mais il n'empêche que moi, je suis sensible à tous les petits signes que m'envoie mon corps. Je vais pas attendre qu'il y ait un un problème majeur. Dès qu'il y a un petit signe, je me dis: «Là, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui peut être amélioré». Et puis de l'arthrite, bon, tes inflammations, tes articulations qui s'enflamment, c'est pas anodin, tu vois?
Je considère que la peau, tu vois, en naturopathie, tu as appris ça, c'est Mmh. quelque chose qui est superficiel, c'est chiant, mais c'est pas grave. Par contre, quand ça va en profondeur, là, ça commence à être plus problématique et donc les articulations, là, c'est un vrai problème. Donc c'est pour ça que ça m'a fait autant réagir. Est-ce que avant de commencer le cétogène, tu avais, évalué des marqueurs sanguins avec des prises de sang ou des choses comme ça? Alors j'ai fait une analyse de sang, en 2022 et donc là, j'aimerais en faire une autre, là, justement, pour voir un petit peu ce que ça va donner. L'intérêt, c'est de voir un petit peu comment ça évolue. Bon, après, je sais qu'en régime cétogène, logiquement, on sait, hein, les marqueurs sanguins, lipidiques, généralement, c'est augmentation du HDL, diminution des triglycérides, donc c'est les 2 marqueurs principaux, liés aux problèmes cardiovasculaires qui sont importants. Peut-être augmentation du cholestérol total, probablement même. Alors, je Mmh. ne sais pas si tu le sais, mais là, il y a des études qui sont sorties qui ont montré que les personnes minces ont un taux de cholestérol plus élevé que les personnes, jusqu'aux personnes obèses. Voilà. Donc, moi, logiquement, j'aurais un cholestérol, donc je parle quand on suit un régime cétogène. Ah, OK. Hem et donc moi, logiquement, j'aurais un cholestérol qui sera plus élevé qu'une personne, qui fera, je sais pas, 120 kilos, tu vois? Qu'un mec de 120 kilos, enfin de ma taille, hein. Ouais. Et voilà, donc ça je ne savais pas, j'ai appris ça il y a pas longtemps. Donc du coup, logiquement, mon cholestérol total, il va augmenter, ce qui est pas du tout un problème et après, le cholestérol, bon, ça reste un nutriment absolument essentiel pour le corps et qui peut être le signe de plein de choses. Ça peut être le signe, par exemple, d'un état de stress important parce que les hormones du stress vont être fabriquées à partir de cholestérol. Donc du coup, tu vas en produire plus pour, pouvoir fabriquer ces hormones. Donc ça peut être un indicateur qui dit, bah, bon, il y a peut-être quelque chose aussi à régler de ce côté-là. Bon, ce qui est un peu embêtant aujourd'hui, c'est qu'on te donne des analyses sanguines et que tu as pas derrière quelqu'un qui t'explique ça avec une vision holistique et une vision globale et on va, tu as trop de ça, on le fait baisser. Pourquoi c'est en excès? On s'en fout, on va te le faire baisser. Tu vois, en gros, c'est ça et c'est un petit peu stupide. Donc moi, ce qui m'intéresserait, c'est vraiment, qu'il y ait, une vraie interprétation globale de toutes ces informations-là. Et donc, bah, du coup, je regarde ce qui se fait. Alors moi, j'aime bien le docteur Ekberg, un Mmh. médecin américain qui explique super bien les choses. J'aime bien Boris de la chaîne Sequoia Santé aussi, qui explique très bien les choses. Voilà, moi, j'ai besoin d'avoir une compréhension des choses Mmh. scientifiques et après, moi, ce que je fais, c'est que j'essaie de redélivrer le message de façon plus simple. Parce que c'est vrai que des fois, pour suivre Boris, hein, de Sequoia Santé, il faut être bien accroché parce que, il y a pas mal de termes techniques qui peuvent gêner certaines personnes et je comprends qu'il y ait des gens, qui n'arrivent pas forcément à tout comprendre. Mais, voilà, moi j'essaie après d'enlever tous les mots compliqués et puis de faire en sorte de délivrer un message, que les gens vont comprendre, quoi. Parce que, bon, tout le monde n'a pas fait des études scientifiques. Moi, la chimie, tout ça, j'aime bien. J'ai fait ça, j'ai fait une maths sup, après j'ai fait une licence de physique, donc je suis dans mon élément. Mais des fois, c'est un peu complexe, hein. Franchement, c'est un peu complexe, mais le docteur Ekberg, tu vois? Mmh. Et ben, il explique super bien les choses. En plus, il parle lentement, alors c'est en anglais, mais il parle lentement, il explique bien les choses et tout. Franchement, je pense que tout le monde peut le comprendre. Il est vraiment, il se met à la portée de monsieur et madame tout le monde. Du coup, je voulais savoir combien de temps ça t'a pris pour devenir céto-adapté? Alors, est-ce que je suis céto-adapté? Telle est la Ah! question. Voilà, je vais te dire pourquoi. Parce que, alors, moi, j'arrive pas à avoir des valeurs, élevées de cétone. Mon compagnon, lui, qui a commencé le régime cétogène strict en début juillet 2023, lui, il est céto-adapté, il y a pas de problème, il a des bonnes valeurs de cétone. Lui, il est en moyenne autour de 3. Il navigue entre 2 et 4, voire 4,5. Donc lui, il est bien céto-adapté. Il n'a pas fait d'écart. Bon, voilà, je suis un peu jaloux. Moi, c'est plus compliqué parce que alors j'ai commencé tard, lui, il a commencé en juillet. Moi, je continue à manger des fruits de temps en temps, donc j'ai pas pu me céto-adapter, en fait. Et en décembre, j'ai décidé d'arrêter les conneries, d'arrêter les écarts et donc hop, j'ai fait quelque chose de strict avec, une augmentation du gras, avec tout ce qu'il faut. Ça n'a pas été simple cette augmentation du gras pour moi, là, c'est maintenant ça va, tu vois? Ça fait 3 mois, heu, mais par contre ça n'a pas été simple. Franchement, j'ai eu des nuits où j'ai pas dormi avec des nausées, avec,
des trucs pas agréables parce que quand tu augmentes ton gras et que ton corps il suit pas, Mmh. c'est-à-dire que ta vésicule biliaire elle produit pas suffisamment de bile, Mmh. c'est compliqué, hein, et franchement ça a pas été agréable, hein. Passer une nuit avec la nausée, c'est fatigant en fait, Mmh. et donc j'ai eu ça un certain nombre de fois voilà, qui a rendu l'expérience pas très agréable. Donc aujourd'hui, mes cétones, je les mesure assez régulièrement, alors pas forcément tous les jours. Je fais, tous les 2 jours, tous les 3 jours, ça dépend parce que bon, les petites bandelettes, ça a un coût, hein, c'est les plus chères, les bandelettes de cétone. Celles de glucose, elles coûtent pas cher. Celles de cétone, je sais plus le prix, mais bon, c'est 2 ou 3 fois plus cher, quoi. Mmh. Donc je suis, là, tu vois, je suis entre 0,7, 0,9, 1, les bonnes journées, j'atteins de 1,5. Il y en a qui considèrent, alors là, c'est pareil, il y a pas de consensus, mais il y en a qui considèrent que en dessous de 1,5, tu es pas céto-adapté, ça vaut rien, il y a pas assez de cétone. Il y en a qui considèrent que, je sais pas, 0,5, c'est déjà bon. Alors bon, voilà, donc moi je sais pas trop, pour l'instant, je pense que j'émets plusieurs hypothèses. Premièrement, je mange encore trop de légumes parce que quand tu regardes la quantité de glucides dans ces légumes, donc ça, alors en ce moment, c'est quoi? On est en hiver, hein, choux, poireaux, alors un peu de poireaux, mais pas beaucoup. C'est chou-fleur, alors ça, il y a pas beaucoup de glucides dans le chou-fleur, donc tu peux en manger, beaucoup, il y a pas de Mmh. problème. Par contre, chou blanc, chou rouge, il y a un peu plus de glucides. Mmh. Chou vert, radis, alors je fais plein de recettes cétogènes. Là, j'ai pris plein de photos, je vais bientôt faire une vidéo avec toutes mes assiettes. J'arrive à être créatif, avec, je sais pas moi, 5 ingrédients, 5 légumes. En hiver, il y en a pas 50, hein, qui sont compatibles avec le régime cétogène. Donc avec du radis noir, du navet, du du chou-fleur, différents trucs de choux, et je pense que je dépasse sur une journée ma quantité de glucides. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, midi avec des légumes. Le soir, je vais essayer d'être que carnivore. Et je vais voir, mais tu vois, ce qui est pas évident, le carnivore, j'ai testé une journée. Bon, c'est Mmh. rien, mais c'est juste pour tester. Alors, le truc qui est bien, quand tu fais du carnivore, niveau cuisine, tu es tranquille, hein. Là, c'est Tu te clair. fais cuire ton steak ou ton morceau de viande, tu rajoutes du gras, c'est plié, hein. Temps de cuisine, 2 minutes, hein. Bon, l'inconvénient, c'est que le légume, c'est quand même une bonne éponge à gras. C'est que pour arriver à manger suffisamment de gras sans avoir un support, c'est pas toujours évident. Franchement, c'est pas toujours évident. Mmh. Après, sur le long terme, je sais pas ce que ça peut donner, même si j'ai écouté plein de témoignages qui disent que le régime cétogène, tu commences avec des légumes, tu finis en carnivore, carnivore cétogène. Mais en termes de variété, franchement, le légume, c'est quand même sympa. Ça amène de la texture, ça amène de la couleur, ça amène une sensation de satiété parce que ça prend du volume. Donc, moi, je trouve que le légume, c'est quand même assez agréable, et puis moi, j'aime bien cuisiner, j'aime bien faire, des jolis plats, des plats savoureux, voilà. Tout ça pour dire que là, est-ce que je suis céto-adapté? Eh ben, on va voir. Alors ce que je vais tester, j'en ai pas encore parlé sur ma chaîne, c'est que je vais tester un capteur continu de cétone. Alors je ne savais pas que ça existait. Donc je naviguais sur Insta. Évidemment, comme je suis abonné à des chaînes, céto, Mmh. ils me proposent le capteur de cétone. Pouf, je suis allé voir sur internet. Du coup, ça y est, j'ai commandé. Donc je vais recevoir ça je sais pas quand. Donc c'est comme les capteurs, de glucose que tu mets au Ouais. bras, c'est Ouais. pareil. Là, c'est les cétones que ça te mesure. Avec un capteur continu, tu vois la nuit. Évidemment, tu vas pas te piquer la nuit pour voir comment sont tes cétones la nuit. Donc tu vois comment ça se passe la nuit, et puis tu vois tout au long de la journée comment, tes cétones évoluent. Mais je vais tester donc du coup ce capteur, continu, de cétones, et je pense que ça va me donner des informations sympas que je peux pas avoir parce que, comme je t'ai dit, le coût des bandelettes, c'est quand même assez élevé. Je vais pas me piquer 10 fois dans la journée. C'est Mmh. pas possible parce que les C'est sûr. 30 bandelettes, je les achète, je crois, dans les, 16 ou 17 €, les 30 bandelettes de Putain, cétones. ça va vite, hein. Donc, ouais, ouais, ça va vite, hein, et encore, si j'achetais sur un site français, style Goketo ou je sais pas quoi, c'est 1 € la bandelette. Donc les 30, ça fait 30 €. Donc je sais pas encore, voilà, je sais pas encore si je suis vraiment, alors je pense que je suis céto-adapté parce que j'ai plus cette faim, que j'avais avant. Ça, c'est pas mal, mais j'ai un taux qui est bas.
Alors le problème d'un taux de cétone, c'est que, enfin le problème quand tu mesures les cétones, tu ne sais pas comment ton corps les utilise. Par Mmh. exemple, quand tu démarres le régime cétogène, ton corps il peut produire beaucoup de cétones, mais pour autant, ton corps il n'est pas encore céto-adapté et il va pas forcément les utiliser. Donc nous, ce qu'on mesure, c'est les cétones dans le sang. Donc je peux en avoir beaucoup dans le sang, mais mon corps, peut-être qu'il va pas les utiliser. Peut-être que moi aujourd'hui, j'en mesure pas beaucoup dans le sang parce que mon corps les utilise bien et donc ça peut être une explication aussi, tu vois? Peut-être aussi que certaines personnes qui suivent un régime cétogène, un peu strict, peut-être qu'ils produisent beaucoup de cétones en continu et peut-être qu'ils en produisent trop par rapport à ce que leur corps est capable d'utiliser aussi. C'est une possibilité, hein, parce qu'en fait, les cétones, le but, c'est pas que tout le corps utilise les cétones, hein. Les cétones, en fait, c'est le carburant préféré du cerveau. Alors, moi, j'en ai un peu ma claque d'entendre toujours que le glucose, c'est le carburant préféré du cerveau, parce que alors que ce soit des médecins ou d'autres qui nous répètent toujours cette même connerie. J'ai fait, là, il n'y a pas longtemps, une vidéo dans laquelle j'explique, preuve à l'appui, que le nourrisson naît Non, en je l'ai cétose vu, partielle, je l'ai vu, ouais. et que tant qu'il est allaité, il le reste. Mmh. Et que c'est le carburant préféré des cellules cérébrales. C'est pas le glucose, c'est parce qu'il a pas le choix, hein. On Mmh. lui donne du glucose, il faut bien que le glucose, il soit utilisé parce que c'est un truc qui va, agresser, nos vaisseaux. Donc il a pas le choix, le corps, on lui laisse pas le choix. Mais l voilà, les corps cétoniques, c'est vraiment le carburant préféré du cerveau et puis ensuite, bah, nos muscles, eux, ils peuvent utiliser, les acides gras. Donc ils vont pas utiliser, les corps cétoniques parce que ça reste quand même quelque chose qui est le produit de transformation des acides gras par le foie. Donc Mmh. ça nous demande de l'énergie. Quand on fabrique des corps cétoniques, notre foie, il doit pas être, trop faiblard parce Mmh. que ça lui demande de l'énergie, ça lui demande des ressources. Donc ça n'a aucun intérêt d'utiliser les corps cétoniques dans nos muscles si on est capable d'utiliser les triglycérides. Mmh. Pendant la cétoadaptation, c'est normal au début, oui, mais après non. Après, les corps cétoniques, ils vont être réservés aux cellules qui en ont impérativement besoin parce qu'elles ne savent pas carburer aux triglycérides et a priori, il y a que les cellules de cerveau, je pense que les autres, elles arrivent à se dépatouiller avec les acides gras et puis il y a quelques cellules, hein, qui ont besoin de glucose. Mais ça reste des quantités infimes par rapport à ce qu'on peut faire si on utilise et les corps cétoniques et les triglycérides. Bah, il reste évidemment, les globules rouges, il reste, certaines cellules des reins. Il y a pas grand-chose en fait, hein, et puis il y a 20 des cellules cérébrales qui ont besoin de glucose, mais ça reste faible par rapport à l'utilisation des corps cétoniques et des triglycérides. Du coup, une personne qui a pas envie de prendre ces cétones, est-ce qu'on peut dire qu'à partir du moment où on n'a plus cette faim viscérale qu'on peut avoir en alimentation glucidique et qu'on a de l'énergie, une énergie constante sur la journée, est-ce que c'est suffisant pour dire qu'on est adapté on est Ouais, céto-adapté? alors, donc c'est vrai qu'il y en a certains qui, ne mesurent pas les cétones, enfin certains. Beaucoup, ouais. Il y en a Beaucoup, je certains qui pense. conse non, non, mais il y en a Ouais. certains, par exemple Ulrich, Genesson qui lui, il n'est pas pour mesurer, Ouais. les cétones. Alors effectivement, de toute façon, les indicateurs, corporels, ça reste, un truc capital. La faim qui n'est plus cette faim qu'il faut absolument assouvir, Mmh. ça c'est un indicateur. Après, il y a la clarté mentale aussi et en plus, moi, c'est vrai que ces dernières années, tu vois, je ressentais que au niveau, cérébral, c'était pas ouf, tu vois? Je sentais que je pouvais mieux faire quand même. Et donc ça me gênait. Ça me gênait. Ensuite, bah, il y a l'énergie constante, alors que j'avais déjà en low carb. J'avais déjà en low carb malgré tout, une énergie qui était constante, sauf à quand arrivait, l'heure de manger parce que j'avais utilisé tout mon carburant OK. et là, il fallait quand même que je mange parce que sinon je devenais, pas très agréable. Voilà, ça c'est un petit peu, tu vois, l'indicateur quand tu deviens irritable, quand la faim arrive. Voilà, c'est un indicateur que, tu es glucodépendant, que tu as besoin de ton petit, Mmh. shot de glucose. Qu'est-ce qu'on a en fait comme indicateur? Ouais, le niveau d'énergie. Alors chez certaines personnes, il y a le sommeil qui va s'améliorer, mais ça dépend parce qu'il y a des gens qui mangent trop tard et qui du coup ont un sommeil perturbé parce qu'ils mangent trop tard. Il y a des gens qui se couchent trop tard et qui vont avoir aussi un sommeil perturbé à cause de ça, en tout cas moins bon. Mmh. Donc moi c'est vrai que je parle plutôt de mode de vie cétogène plutôt que d'alimentation cétogène parce que l'optimisation de l'alimentation, c'est un paramètre.
mais tu te rends compte qu'il faut que tu optimises d'autres domaines de ta vie parce que le gros problème avec le régime cétogène, c'est le stress. Chaque fois que tu es dans un état de stress, ton corps, il va devoir produire du glucose à Mmh. partir de tes muscles, la Ouais, néoglucogénèse. ouais. Voilà. Donc ça aussi, c'est un problème en régime cétogène parce que si on est trop stressé, eh ben, on va produire constamment du glucose en bouffant nos muscles. Et en fait, on va être dans une espèce de régime cétogène où on va avoir des cétones qui seront basses, mais ce ne sera pas du tout optimal. Donc on est obligé de se coucher plus tôt. Alors moi, c'est la première année où j'arrive à me coucher tôt parce que les autres années, j'arrivais pas à éteindre avant minuit, tu vois? Ah ouais? Minuit, OK, d'accord. Eh ouais, ouais, en hiver, hein. Ah, tu un couche-tard, hein? Non, je suis pas un couche-tard. Non, non. Ah. En plus, moi, je suis pas un couche-tard du tout, ça me va pas du tout. Après, quand tu vis en couple, eh ben, on est obligé de mettre de l'eau dans son vin, tu vois? Mais du coup, là, comme tous les 2, on s'est lancé dans le cétogène, Mmh. et bah, tous les 2, on s'est mis à se coucher tôt. Donc voilà, au début de l'hiver, on arrivait à éteindre 21:30. Maintenant, c'est plutôt vers 22:00-22:30. Mmh. Bon, ça reste correct, Mmh. mais voilà, donc ce mode de vie cétogène, il est absolument capital et donc il faut faire attention à arriver à gérer son stress, arriver à gérer son sommeil, son exposition à la lumière bleue, à la pollution électromagnétique. Il faut aller dehors à la vraie lumière du jour, ça c'est absolument capital. Heu, voilà, il y a tous ces Mmh. paramètres, qui doivent être pris en compte, heu, et qui, heu, et qui font partie pour moi du mode de vie cétogène. Mmh. Du coup, une dernière question sur, la façon dont tu fais le cétogène. Moi, personnellement, je sais que dans mon alimentation au quotidien, si je mange pas assez de gras par rapport aux protéines, je le sens tout de suite. Est-ce que toi, tu comptes tes enfin, peut-être pas avec une balance, mais est-ce que il y a une limite à pas dépasser en termes de gras? Il y a des gens qui disent dans le régime cétogène que cette balance n'est pas si importante, alors qu'en fait, il y en a d'autres qui se rendent compte que, bah, s'ils sont trop faibles en gras par rapport aux protéines, bah, ils se sentent pas bien. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, le gras, ça a été un problème dans le régime cétogène. Là, je pense que là, je suis bon, tout simplement parce que quand je mange du gras, j'ai plus la nausée. Enfin, quand je mange trop de gras. Mais le trop, tu vois, au début, c'était pas assez, en fait. Mon trop du début, je mangeais quand même pas assez de gras. Mmh. Parce que le problème, c'est que si tu manges pas assez de gras, en fait, en régime cétogène, ce qui va t'apporter des calories, ça va être la protéine animale et le gras. Mmh. Si tu manges trop de protéines animales et pas assez de gras, eh ben, ce qui va se passer, c'est que ton corps, il va manquer du carburant que tu aimerais utiliser, principalement le gras, et il va devoir transformer une partie de tes protéines en glucose. Donc ça, c'est pas du tout ce qu'on recherche. Et en fait, là, ça va t'amener une faim. Ça va t'amener la faim. Une faim qui te rappelle, justement la faim que tu avais quand tu étais, sous glucides, tu vois? Donc c'est pas du tout le même type de faim. En fait, quand tu manges trop de viande et pas assez de gras, tu vas avoir faim parce que, bah, tu vas produire, trop de glucose et tu vas manquer de lipides. Et du coup, la quantité de lipides, moi, je la mesure pas. J'essaie de manger le maximum de ce que je peux manger parce que je sais que j'avais tendance à pas en manger assez parce que c'était compliqué de manger des lipides. Mais, tu vois, par exemple, mon compagnon, lui, il a pas de problème à manger du gras, tu vois? Et on n'a pas la même morphologie. Moi, je suis un mince qui a du mal à prendre de poids. Alors, le régime cétogène, il m'a pas posé de problème à ce niveau-là, ça m'a pas fait baisser mon poids et tout, Mmh. je suis resté stable. Donc c'est pour dire que même les minces, ils peuvent, suivre un régime cétogène et mon compagnon, lui, alors là, il a un poids normal, mais c'est un tempérament qui a tendance à prendre du poids, tu vois? C'est le tempérament, il mange 3 feuilles de salade, il prend 1 kilo, tu vois, par exemple. Mmh. Donc lui, il faut qu'il fasse attention et lui, s'il mange trop de gras, bah, il va le mettre en réserve parce qu'il y a pas de magie dans le régime cétogène, hein. Le régime cétogène, c'est tu te céto-adaptes, donc tu manges beaucoup de gras pour habituer ton corps, pour que ton corps retrouve sa faculté à utiliser le gras comme carburant principal. Pendant cette céto-adaptation, tu peux prendre du poids du coup. Il y a des gens qui vont prendre du poids. C'est pas un problème et il faut qu'ils passent par là parce que tant que tu es pas céto-adapté, ton corps, il va pas utiliser préférentiellement le gras. Donc, il faut Mmh. passer par cette étape pendant 3 mois à peu près et une fois que tu es vraiment céto-adapté, là, tu vas pouvoir diminuer ton gras pour que ton corps,
s'il en a pas assez dans son alimentation, il aille puiser dans les réserves s'il y a des réserves. Voilà, donc en fait, lui, il doit faire attention à pas manger trop de gras s'il veut pas prendre des kilos parce que le but c'était d'avoir une alimentation qui lui permette d'arriver à se stabiliser simplement. Parce que une alimentation qui est trop riche en glucides, les tempéraments comme lui, c'est impossible. C'est impossible à se contrôler. Moi, j'entends enfin, tu vois, là, sous les vidéos, il y a des gens qui me disent que pourquoi je fais un régime extrême, on peut manger de tout modérément, un petit peu de glucides, ça pose pas de problème. Mais en fait, ces gens ne comprennent pas qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas manger modérément. Il y a des personnes qui sont tellement sensibles aux glucides que pour eux, les glucides, c'est une drogue. Par exemple, François, lui, si tu lui mets un petit peu de pâte, mais il peut pas manger un petit peu de pâte, hein. Il mange ou le saladier ou rien, tu Ouais, vois. ouais. J'ai Et des il y a amis comme ça aussi, ça me fait penser à des amis, ouais. Mais il y a Je vois plein de tout à gens, fait, ouais. c'est Ouais. ça en fait, c'est un problème. Ils ne peuvent pas se contrôler parce que ils ont une réaction aux glucides qui est tellement excessive, c'est-à-dire ils vont manger un petit peu, enfin une certaine quantité de pâtes, ça va entraîner une décharge trop importante d'insuline Ouais. et ça va entraîner une décharge de dopamine aussi dans le cerveau qui va être hyper importante. Et du coup, ces personnes ne peuvent pas suivre un régime qui contient des glucides sans constamment devoir lutter contre eux-mêmes. Ils Mmh. doivent lutter, ils doivent, et c'est invivable en fait, c'est invivable. Et les régimes cétogènes, pour les personnes comme ça, eh ben, c'est une délivrance parce que tu as plus à lutter en fait. Et ce qui est sympa quand tu suis un régime cétogène, c'est que tu vas avoir une appétence, une fois que tu es céto-adapté, vers le gras, vers ton nouveau carburant. Donc tu as plus d'appétence vers les glucides. Et ça, c'est vraiment, ça c'est top. Moi, je pensais que ça allait être, un problème, tu vois? Justement, me dire, je vais peut-être avoir envie de manger tel ou tel aliment. Là, je me suis retrouvé donc je fais des repas, pour des amis, je fais par exemple du riz et tout ça Mmh. et en fait, à devoir jeter le riz qui restait, à le donner à mes poules parce que Mmh. j'en ai pas envie. J'en ai Mmh. vraiment pas envie, tu vois? Alors que j'ai mangé du riz, mais une quantité astronomique toute ma vie, hein. J'ai mangé Mmh. du riz, j'en mangeais midi et soir, une bonne assiette et donc ça, c'est bien. Donc pour les personnes qui ont justement des problèmes à gérer leur consommation de glucides, le régime cétogène, c'est vraiment adapté. Du coup, on va rester sur les glucides. Il me semble que tu avais fait une expérience intéressante. J'avais vu une vidéo, ou même plusieurs, je crois, où tu montrais les courbes de glycémie, hein. Tu avais acheté un capteur à glycémie. Mmh. Et du coup, je voulais savoir de cette expérience, qu'est-ce que ça t'a permis de confirmer que tu savais déjà, enfin je dis une bêtise, voilà, quand tu manges des féculents, ça monte en flèche. Et qu'est-ce que ça t'a permis d'apprendre de nouveau? Alors par exemple, comme expérience que j'ai faite, j'ai mangé, 2 chocolatines. Chez nous, on dit pain au chocolat, hein, Ouais, je là, c'est sais, pour donc je ceux vais qui, hein. traduire. Pour les étrangers, du nord de la France, enfin excusez-moi, des pains au chocolat. Tu sais, moi, j'ai vécu à Paris. Donc, j'ai Ouais, vécu dans le sud de la France. J'ai ouais, vécu à Paris. Donc, on disait chocolatine. ok, Moi, j'étais en Ariège quand j'étais gamin. Quand ouais. je suis allé vivre à Paris à 12 ans, je suis passé de pain au chocolat. Puis après, là, je suis redescendu dans le sud-ouest. Eh oui, Et donc, à nouveau, chocolatine. Donc, voilà. Donc, deux chocolatines. Tout ça pour dire deux chocolatines. Et ben, en fait, la glycémie, elle a très peu augmenté. Alors pourquoi? Donc on a de la farine blanche, mais on a beaucoup de gras. hmm, Effectivement, j'avais une courbe qui était, nickel. En revanche, les fruits, ça m'a fait péter la glycémie et on a tendance à dire que les fruits, il y a des fibres et tout, bah, peut-être. Alors peut-être que du jus de fruits, c'est encore pire, mais bon, quand hmm, la glycémie, elle atteint déjà 200, je trouve que c'est déjà pas mal. En fait, ce qui se passe quand tu manges un fruit, c'est que tu vas mâcher et donc tu vas avoir le jus qui va arriver directement au fond de l'estomac et qui va sortir tout de suite de l'estomac. C'est comme si tu buvais un jus de fruits. Tu hmm, prends la plupart des fruits juteux, tu les presses à la main, tu prends une pêche, tu vas avoir que du jus en fait. hmm, Les fruits, ce type de fruits à queue, c'est 95 d'eau et du coup, le sucre qui est mélangé à cette eau, bah, il va filer tout au fond de l'estomac directement et ça te fait monter la glycémie en flèche. Alors je ne parle pas des bananes qui est un fruit amylacé particulier, mais tous les fruits juteux, en fait, c'est ça, c'est que quand tu les mâches, à moins que tu les gobes sans les mâcher, mais quand tu les mâches, eh ben, tu as le jus qui va directement au fond de l'estomac. Donc
c'est l'hypothèse que j'aimais, mais bon, ça paraît quand même assez logique, hein. Je pense que tout le monde peut imaginer, ce qu'on fait en écrasant un fruit à la main, bah, c'est ce qui se passe avec nos dents, sauf que nos dents le font encore mieux et du coup, en tout cas, la glycémie, elle a bien explosé. Chaque fois que je mangeais des fruits en fait, c'est simple, je montrais mes courbes, chaque fois qu'il y avait un pic, c'est que j'avais mangé un fruit. Voilà. Tu les consommais seuls ou en fin de repas? Seul, toujours seul, Seul? OK. donc généralement avec un estomac bien vide, pour être sûr Mmh. que la glycémie, elle monte bien. Mais de toute façon, si je les mange en fin de repas, moi, ça me flingue complètement la digestion de mon repas. Alors je sais qu'il y en a qui disent que, c'est pas vrai, qu'il y a pas de fermentation, que patati et patata. Bon, moi, ça fait 30 ans que je fais ça et ça fait 30 ans que j'expérimente que dès que je mange un fruit à la fin des repas, ça me flingue la digestion et je suis loin d'être le seul à avoir ce type de problème. Il Mmh. y en a d'autres qui n'ont pas ou ne semblent pas avoir de problème, mais encore une fois, c'est pas évident parce que des personnes qui font ça toute leur vie et qui n'ont pas essayé de mettre le fruit, tout seul, bah, elles sauront pas s'il y a un mieux ou pas. Elles ont Mmh. l'impression qu'elles ont pas de symptômes et que tout va bien. Peut-être que ce serait mieux encore pour elles de virer les fruits à la fin des repas. En tout cas, moi, je l'ai mangé, l'estomac vide, mais bon, c'est vrai que, du coup, la glycémie, c'est clair qu'elle monte en flèche. En fait, ce test du capteur, de glycémie en continu, moi, je trouve que c'est un bon truc. Je pense que tout le monde devrait tester ça une fois. Ça dure 14 jours. Ça coûte, bon, alors suivant ce que tu prends, moi j'avais pris le Freestyle 3, alors le 2 il est un peu moins cher, mais il t'oblige à avoir un petit truc externe, un petit boîtier externe, alors que le Freestyle 3 c'est avec ton smartphone. Donc celui-là, il est à 70 € à peu près. Bon voilà, c'est un investissement, je ne fais pas tous les 4 matins, je l'ai fait une fois et si tout le monde faisait ça, bah, tout le monde se rendrait compte que finalement la glycémie, elle fait ça quoi, tout le temps en fait, hein. Mmh. Elle fait ça tout le temps et après ça permet aussi de voir ce qui se passe la nuit. Ça aussi, c'est intéressant. Tu vois, mon compagnon, par exemple, la nuit, lui, il avait des hypoglycémies. Ah ouais. Mais sa glycémie, en fait, elle descendait, périodiquement trop bas. Il était à peu près à 0,5, tu vois? Alors je sais pas trop pourquoi, Est-ce je qu'ils sais se pas. réveillaient en même temps ou ils de Non, non? alors ou alors c'était un réveil inconscient parce que lui, il a plutôt un bon sommeil. Mais alors il était en quand on l'a fait, il était en cétogène, hein. OK. Donc pas de fruits. Alors lui, en plus, quand il a démarré le régime cétogène, ça faisait au moins 1 an qu'il avait supprimé complètement, le sucre, les féculents, complètement. Mais alors complètement, c'est complètement. Cet été, il a mangé, je crois une pêche, hein et il s'en est Cadeau quoi. et ça l'a gêné de manger une pêche. Non mais tu vois? Donc lui, il a été hyper strict, Ouais. pas de féculents, pas de sucre et des hypoglycémies comme ça, voilà. Mais Mmh. on va le retester, je pense, ce capteur de glycémie pour voir un petit peu ce que ça donne maintenant. Mais c'est une bonne expérience. Franchement, c'est une bonne expérience. Alors après, j'ai pas fait des expériences j'aurais pu faire des expériences à me flinguer la glycémie, à boire des jus de fruits, à boire des trucs comme ça. J'ai pas eu envie, tu vois? Je me suis arrêté aux fruits, Je te comprends. pas fait des trucs extraordinaires. Ça m'a suffi de me rendre compte en fait, moi, pour moi, le truc le plus important, c'était l'histoire des fruits. Parce qu'on Ouais. nous dit, les jus de fruits, c'est pas bon, les fruits, ça va, le pic de glycémie va être lissé. Ça dépend ce que tu appelles lissé, hein. Bon, apparemment, au-delà de 140, une glycémie au-delà de 140, tu commences à avoir des problèmes de santé. Mmh. Alors, c'est des problèmes de santé qui se font pas du jour au lendemain, mais 140 de façon chronique tous les jours, au-delà de 140 tous les jours pendant, des dizaines d'années, Mmh. les problèmes de santé apparaissent. Bon, quand tu manges des fruits, tu es bien au-delà du 140, hein, là, il y a pas de problème. Sans rentrer dans le détail, de la métabolisation du fructose parce que ça, il y a les gens iront chercher par eux-mêmes. Moi, la question que je voulais te poser là-dessus, c'est on est d'accord que les fruits d'aujourd'hui, voilà, c'est plus les mêmes qu'avant, qui sont cultivés par la main de l'homme, qui sont hyper riches en sucre, tout ça, on est d'accord. Maintenant, est-ce que c'est vraiment le fruit est vraiment un poison comme on peut déjà l'entendre, dans le milieu cétogène? Est-ce que c'est pas un contexte à voir dans sa globalité? Ou est-ce que le fruit vraiment est quelque chose à éviter quelle que soit sa quantité chez tout le monde? Bon, alors tout est une question de quantité. Déjà, on est d'accord, tout est une question de quantité. Entre une personne qui va prendre un fruit, de taille modérée, tu vois, à la fin du repas, genre une clémentine à la fin du repas, tu vois? Une clémentine, je sais pas combien ça pèse, mais ça pèse pas plus de 100 grammes, tu vois? Bon, OK
et puis le frugivore qui va s'empiffrer de fruits ou le HCLF qui va se prendre. T'imagines le HCLF quand j'ai vu les vidéos, de ces personnes qui se prennent, Ouais, ouais, c'est je sais plus 10 oranges sous forme de jus de fruits, après je sais pas combien de bananes. Non mais, là c'est n'importe quoi, hein. Donc il y a quand même une différence, hein, en ouais, termes, d'impact sur le corps entre quelqu'un qui va manger un fruit en petite quantité et puis quelqu'un qui va en manger beaucoup trop. Et moi, par exemple, en été, j'en mangeais trop. C'est pas un fruit. Moi, je vis à la campagne et on a planté plein d'arbres fruitiers, des trucs rares, des fruits, super bons. On a un fruit qui s'appelle, comment ça s'appelle? L'aziminier, qui est un mélange entre la mangue et la banane, qui vient, du Canada. Alors ça ressemble à une mangue en fait et c'est mûr à la fin du mois d'août et au niveau de la texture et la saveur, c'est un tu t'imagines une mangue, tu imagines une banane, tu leur fais faire des petits et ça te fait ce fruit-là qui est super bon. ça doit être pas mal effectivement, ouais. Et tu vois, nous on a des plein de fruits comme ça et c'est hyper dur de résister. Donc Ouais. voilà, moi ma problématique, c'est que je sors de chez moi, je me balade dans mon jardin et puis, suivant les saisons, je vais avoir tel ou tel fruit, tu vois? Donc, Mmh. de juin jusqu'à, octobre, j'ai des fruits tout le temps. Ouais. Pour moi, c'est compliqué de me balader dans le jardin et dire: «Non, aujourd'hui, je vais manger un fruit». Donc, sur, toutes les variétés que j'ai, je vais en choisir un et puis les autres, je vais les voir pourrir. C'est un problème, mais je vais, être confronté à ça l'été prochain, sachant que, du coup, j'ai quand même envie de pas faire comme les années passées. Je vais voir comment je vais faire, mais voilà. Donc le problème, il est là, c'est la quantité, que tu manges, mais c'est clair qu'il y a des gens qui vont être plus sensibles que d'autres au fructose. Alors, dans un fruit, tu as du glucose et du fructose. Le glucose, c'est un sucre que toutes tes cellules peuvent utiliser comme carburant, ce qui n'est pas le cas du fructose. Mmh. Le fructose, en fait, dans la façon dont il est métabolisé, ça ressemble plus à l'alcool. L'alcool qui est un toxique. Le fructose, c'est un sucre que nos cellules ne savent pas utiliser comme carburant. Donc, il doit être transformé par le foie. Et la capacité à transformer ce fructose, alors un petit peu en glucose, beaucoup en gras, ça dépend, des gens. Ensuite, la capacité à assimiler, à faire en sorte que ce fructose, il rentre dans notre sang, c'est pareil, ça dépend des gens parce qu'il emprunte des canaux, différents de ceux du glucose. Donc il y a des gens qui vont bien assimiler le fructose et donc quasiment tout le fructose que tu vas manger, il va passer dans ton sang. Et puis il y a d'autres personnes qui n'auront pas cette capacité. Une partie du fructose va rester dans le tube digestif, va se retrouver dans le gros intestin et donc là, il va fermenter. Donc il y a aussi cette problématique, et du coup, chez ces personnes-là, ça va entraîner des ballonnements, des gaz et tout, ça va être, le moindre fruit, chez certaines personnes, c'est la cata au niveau digestif, hein. Ils gonflent, comme des Mmh. baleines. Mmh. Donc voilà. Mais le fructose, moi, je me dis qu'il faut quand même le voir comme de l'alcool et du coup, on serait plus proche de la vérité. C'est pas un toxique qui est, aussi impactant pour le foie que l'alcool, mais le problème, c'est que la plupart des gens, ils en mangent trop parce qu'il y a les fruits, plus tout ce qui est fait à partir de sucre. Le sucre, c'est 50 glucose, 50 fructose. Donc les desserts, tout ce qui a un goût sucré, ça va contenir du fructose et en fait, quand tu additionnes tout ça, bah, il y a beaucoup de gens qui en mangent trop, en fait. Beaucoup trop de façon chronique et ce serait quoi la quantité idéale? Alors déjà, c'est pas une quantité, idéale pour tout le monde. Pour certaines personnes, je vais dire un chiffre, mais il faut pas en tenir compte, mais supposons que pour certaines personnes, le seuil, ce serait, 10 grammes par jour. Pour d'autres, 30 grammes, ça va, mais encore une fois, on parle de quoi? On parle de seuil au-delà duquel ou en dessous duquel il y a aucun symptôme, mais ça donne quoi sur le long terme? Mais ça, on le saura jamais, en fait. Peut-être qu'une personne qui aurait pas mangé ce fructose tout au long de sa vie, elle aurait une meilleure santé, elle aurait moins de problèmes de santé arrivés à 50, 60, 70 ans. On peut pas savoir. Aujourd'hui, moi, mon but, c'est d'essayer de voir comment optimiser l'alimentation pour qu'elle soit la meilleure, pour mon organisme et point important, avoir une alimentation qui peut vraiment être suivie sur le long terme. Parce que tu as des régimes alimentaires que certains vont pouvoir suivre, mais d'autres, ils n'y arriveront pas parce que ce sera trop restrictif. Le régime carnivore, je verrai, peut-être que je vais venir,
à ce régime alimentaire dans X années, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est pas quelque chose qui me convient. C'est plus quelque chose que je conseillerais au niveau thérapeutique pour aller vers une alimentation la plus anti-inflammatoire, une protéine animale de qualité, du gras, du bon gras de qualité. Là, on a vraiment le combo idéal pour aider les personnes qui ont des problèmes inflammatoires, des maladies auto-immunes. Ça, c'est vraiment le top. Après, pour les personnes qui n'ont pas ça, ben, c'est peut-être pas la peine. Et puis, pour finir, peut-être que l'alimentation, il faut la voir comme quelque chose sur une année. Peut-être que ce qui serait logique, c'est par exemple de faire du cétogène en hiver, Mmh. et puis en été, bah, d'aller plus vers un low carb. Ça veut dire qu'on va augmenter les glucides, peut-être qu'on va manger un petit peu de fruits, on va manger des trucs qui vont nous faire monter un petit peu la glycémie, qui vont nous faire sortir de cétose, mais on va avoir une alternance, tu vois? Une alternance sur une année. Peut-être que c'est ça, en fait. Et puis peut-être que si jamais j'ai une crise de quelque chose, je vois que j'ai une crise d'arthrite, j'ai une crise, de je sais pas quoi, et ben, j'ai toujours cette possibilité d'aller vers ou du cétogène ou du cétocarnivore, d'aller vers quelque chose de strict. Il y a aussi les jeûnes qui sont intéressants et c'est vrai que quand on est céto-adapté, le jeûne, et ben Ouais. là, il a un vrai intérêt, hein. Jean-Brice Stivan, il a fait, des vidéos où il en parle là dernièrement et c'est vrai que c'est plus du tout la même chose quand tu es céto-adapté et quand tu jeûnes parce que les 3 premiers jours qui pouvaient être galères quand, tu fonctionnais au glucose, là, quand tu fonctionnes aux acides gras, c'est plus du tout la même chose. En fait, tu passes à l'état de jeûne beaucoup, beaucoup plus facilement. Donc le jeûne, le régime céto-carnivore, le régime cétogène, le régime low carb. Je pense que, voilà, on utilise tout ça, ces 4 outils, tout au long de l'année en fonction de nos besoins. Moi, par exemple, quand je tombe malade, quand j'ai un petit rhume, ce qui est rare, et ben, l'idéal, c'est le jeûne. Je Voilà. voulais rebondir sur, la vidéo que tu avais fait sur le nourrisson, donc qui vient au monde en cétose. Mmh. Est-ce qu'on Alors moi je me pose la question, hein, est-ce qu'on pourrait pas dire que la céto-adaptation, c'est tout simplement retrouver la flexibilité métabolique qu'on devrait tous avoir? Et si je prends l'exemple, par exemple, du nourrisson, est-ce qu'on pourrait dire que le nourrisson, malgré qu'il a du lait maternel, qui est quand même composé à 60 de glucides, si je ne me trompe pas, malgré ça, il est en cétose. Est-ce qu'on pourrait dire que il arrive à se mettre en cétose parce qu'il est métaboliquement sain encore et qu'il n'a pas été gavé à une alimentation industrielle et hyperglucidique comme après les enfants et les ados, le sont? Alors juste, avant de répondre à cette question, c'est pas 60 de glucides, c'est 60 grammes, hein. C'est 60 ça. grammes pour 1 litre, c'est ça? Voilà, donc ça fait 6. Ouais, 6%, Hein, pardon. c'est Ouais, six ça fait pour un peu cent. beaucoup, oui, 60. Oui, 6%, ouais, excuse-moi, ouais. Voilà, donc 1% de protéines, je crois, et je sais plus combien de graisse, quoi. Enfin, c'est très peu, quoi. voilà, mais bon, bon après j'ai expliqué dans la vidéo, ces histoires, voilà, les glucides et tout. Il se trouve que le lait maternel, il est vraiment adapté au nouveau-né. Mmh. Il a les quantités qu'il faut pour que le nouveau-né n'ait pas trop de glucides, mais qu'il en ait, assez pour fonctionner quand même parce qu'il utilise et le glucose et les acides gras et les cétones. Parce que le lait maternel, il est vraiment formulé pile poil comme il faut. Nous, adultes, c'est impossible qu'on soit capable de choisir des aliments pour avoir juste la quantité de glucides qu'il faut pour Mmh. pas dépasser le seuil au-delà duquel la cétose, on la casse, tu vois? Mmh. Donc le nouveau-né, lui, il se pose pas de questions, il tète, il boit le lait de sa maman et son lait, il est magique parce qu'il a juste la composition qu'il faut. Après, à l'âge adulte, c'est impossible. C'est pour ça qu'à l'âge adulte, on peut pas, en fait. Matériellement, on peut pas. Est-ce que je dois manger 10 grammes, 15 grammes, 20 grammes de glucides, 25 grammes, 23 grammes? Et puis ça va varier au jour le jour. Le Mmh. lait maternel, en fait, il change de composition aussi en fonction des besoins du bébé, tu vois? Donc, c'est pour ça que, voilà, ça, c'est pas possible quand on est adulte. Ce qui est clair avec cette histoire de nouveau-né qui naît en cétose et qui le reste tant qu'il est allaité par le lait de sa mère, ce qui est clair, c'est que l'acétose, c'est quelque chose de naturel. Mmh. Moi, j'ai voulu faire cette vidéo pour qu'on arrête de me dire que c'est un régime alimentaire artificiel, le régime cétogène. Non, c'est naturel, hein. Ce qui est artificiel, c'est quand tu arrêtes de faire téter ton bébé, que tu lui donnes des compotes de pommes, des compotes de carottes et puis des compotes de pommes de terre et que tu lui donnes des glucides, en fait. Mmh. Tu vois? Ça, c'est pas normal. Mmh. Donc
on est naturellement avec une flexibilité métabolique et ensuite on la perd. On la perd. Jusqu'à ce qu'un jour, on réfléchisse un petit peu, on lise des livres et qu'on se dise, bah tiens, je vais peut-être essayer le régime cétogène. Et du coup, on va réapprendre à utiliser le gras, on va à nouveau refabriquer des corps cétoniques, mais c'est juste qu'on a perdu ça depuis qu'on est né. Mais tu te rends compte que, bon, dans l'histoire de l'humanité, hein, si on prend 2,5 millions d'années, on a été 99% du temps avec un régime qui était riche en produits animaux, musculaires et gras. Donc on était en cétose, c'est évident. Les aliments riches en glucides, il y en avait quasiment pas. Il y en avait quasiment pas. Et moi, les gens qui me disent que c'est pas vrai, je leur dis, ben, vous allez dans la campagne, et vous vous nourrissez que d'aliments De glucides et bon courage. sauvages. Non, mais sauvages. Ouais, ouais, On enlève les patates, on enlève les fruits, on enlève tous les trucs qui sont cultivés, de trucs ouais, ouais. sauvages. Ils vont voir qu'il y a rien, en fait. Et moi, quand j'étais plus jeune, à 20 ans, je suis allé en Amérique du Sud. Je suis allé dans la forêt au-dessus du Brésil, la forêt amazonienne. Le truc qui m'a surpris, c'est qu'il y avait rien à manger. Mmh. C'est quand j'étais frugivore à ce moment-là. Il y avait rien à manger. On était obligé de sortir, d'aller, récolter nos fruits dans les exploitations, fruitières, en fait, les gens, ils se rendent pas compte que les fruits qu'on trouve sous les tropiques, ils ont été plantés par l'humain il y a je sais plus combien de centaines d'années, mais que à l'origine, il y en avait quasiment pas et Mmh. que même le peu qu'il y avait, il y avait quand même une compétition rude entre les humains et les animaux et que, le problème, il était là, c'est que les animaux qui, étaient capables d'aller, en haut des arbres, de récolter les fruits un petit peu avant la maturité, les humains, ils avaient rien, en fait. Tu vois? Les gens qui, voilà, qui me disent: «Oui, la forêt tropicale, il y a plein de fruits et tout, l'humain, il vient de là» et c'est des gens qui vivent dans leur petit appartement en ville et puis qui savent pas comment fonctionne réellement la nature. Si Mmh. déjà ils allaient dans la campagne, hein, en en France, par exemple, en Europe, et puis qu'ils essayaient vraiment de se nourrir avec les trucs sauvages, ils verraient, mais qu'ils vont vite crever de faim, hein. Donc voilà, donc l'humain, déjà, à la base, il a été en cétose pendant quasiment toute son histoire. Puis quand l'agriculture est apparue, c'est pas venu du jour au lendemain, des champs de pommes, des champs de blé, des champs de patates, hein. Ça a mis des milliers d'années. Au départ, les épis de blé, il y avait 3 grains, hein. Donc ça a mis des milliers d'années pour que, on arrive à faire des variétés qui soient productives. Dans le livre, de Ulrich Genesson. Il disait que au Moyen Âge, tu prenais 200 kilos de blé, tu le semais et ça te faisait 600 kilos de blé. Sur ces 600 kilos, il fallait que tu en prélèves 200 kilos pour pouvoir ensemencer l'année suivante, donc il te restait 400 kilos. Aujourd'hui, sur une même surface, on produit 10 à 20 fois plus. Donc il faut avoir conscience que il y a encore pas si longtemps que ça, au Moyen Âge, mais en fait, les rendements, ils étaient dérisoires et qu'on se crevait à la tâche pour Mmh. avoir des quantités qui finalement étaient faibles. Et à l'époque, il y avait quand même la famine, hein. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand le printemps arrivait, les réserves, souvent, elles étaient finies, tu vois? Mmh. Donc, les gens, ils imaginent plein de trucs qui correspondent pas du tout à la réalité. Je les invite à lire des livres, sur l'histoire, sur l'anthropologie, à s'informer plutôt qu'à croire des choses qui sont complètement bidons. Je sais même plus quelle était ta question d'ailleurs. Bah, moi non plus. Bon, et bah, c'est pas grave, on va dire que j'ai répondu. Ouais, on va dire que tu as répondu. En fait, on a des enzymes digestives qui nous permettent de digérer, les glucides. Ça, c'est une réalité. Donc est-ce Ouais. qu'on pourrait dire que les glucides, c'est pour l'opportunisme et le gras et les protéines, c'est pour, la croisière? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait bien résumer? Alors oui, alors pour, répondre à ça, je vais dire, le loup n'a pas d'enzyme pour digérer les glucides, le chien oui. Est-ce que pour autant, tu as déjà vu des chiens qui vont cultiver des champs de blé, des champs de patates, tu vois? C'est pas parce que on a développé, au moins en petite quantité, la faculté de pouvoir digérer les féculents, que ça doit être la base de notre alimentation. D'autant plus qu'il y a des études qui ont montré que la, la variabilité suivant les humains entre ceux qui produisent peu d'amylase salivaire et ceux qui en produisent beaucoup, elle est énorme en fait. Il y a des humains qui n'en produisent quasiment pas, qui produisent très peu d'amylase salivaire et d'autres qui en produisent beaucoup. Ça, c'est une étude qui a été faite sur les humains, enfin une étude. Ils ont mesuré la quantité d'amylase salivaire, je crois que c'était aux États-Unis, de tout un tas de personnes, et c'est là Mmh. qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait une énorme variabilité suivant les personnes. Ouais.
Ça va de, je crois, de 1 à 10. Donc, c'est hyper important. Tu vois, cette histoire d'amylase salivaire, bon, OK, on produit de l'amylase salivaire, mais en même temps, on est omnivore, donc c'est tout à fait normal et c'est tout à fait normal que, au bout de 15 000 ans, alors même avant évidemment, eh ben, que l'humain, il soit capable de digérer des féculents parce qu'il s'est mis à en manger. Le corps, il est pas complètement abruti, il va s'adapter. On passe d'une alimentation qui était physiologique, qui était la plus adaptée à l'humain et on passe à quelque chose qui est un peu plus pourri, c'est-à-dire qu'on lui fournit, des céréales, notamment. Bon, il s'adapte le corps, hein. Les humains, en s'adaptant, ils sont devenus plus petits, ils ont été plus malades, ils ont eu des caries, ils ont eu des problèmes articulaires, de l'ostéoporose, ils ont eu plein de problèmes, hein, depuis le début de l'agriculture. Enfin, les anthropologues se sont rendus compte que la santé s'est dégradée chez les humains Mmh. par rapport à avant. Donc on s'adapte. Il n'y a pas de problème, l'humain, il est capable de s'adapter. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que manger des féculents, c'est c'est adapté à l'humain. Voilà. Moi, mes poules, elles mangent de tout, hein. Une poule qui est omnivore, ça va manger des céréales, mais c'est pas ce que ça préfère. Une poule, tu lui donnes du grain, tu lui donnes de la viande, tu lui donnes du gras, elle va aller sur la viande et le gras en premier, hein. Ça, il n'y a pas photo. Elles ont un flair, je ne sais pas comment elles font. Elles ont plus de flair qu'un chien. Une poule, tu vois, moi, je mets mes déchets végétaux. Donc j'ai, les épluchures de légumes, tu vois, tous les trucs. Puis des fois, il y a un bout de gras, qu'on n'a pas mangé ou un bout de nerf de viande, tu sais, qui est là Mmh. au milieu. Putain, mais elle le trouve tout de suite. Il y en a une qui le prend, tu vois, c'est dans le bec de la poule. Il y a toutes les autres qui la coursent. Donc tu as une poule qui court avec son truc parce qu'elle peut pas le manger, elle peut pas le gober comme ça. Elle a besoin d'être tranquille. Et en fait, toutes les poules la course, mais même les poules, elles ont une appétence pour la viande et le gras qui est absolument colossale. Donc on est omnivore, voilà. Il ne faut pas baser son alimentation sur ce type d'argument, en fait. C'est vraiment avoir une vision complètement étriquée. Ça n'a pas de sens, en fait, de dire, OK, l'humain, il a de l'amylase salivaire, son pancréas, il va produire des amylases pour digérer les féculents, donc l'humain doit manger des féculents. Non, pas du tout. Parce qu'il y a d'autres problématiques, il faut prendre du recul. Il faut avoir conscience que ces féculents, même si on est capable de les digérer, ils nous posent beaucoup de problèmes. Sur le long terme, ils nous posent problème. Moi, quand j'ai fait mes études de naturo, on parlait du diabète de type 2, évidemment, hein, parce que le diabète de type 2, ça fait, je ne sais plus, 200 ans que ça existe, enfin que ça existe, qu'on l'a défini comme maladie. Ça existait avant, hein, puisque les Égyptiens, déjà, ils avaient ça. Il y a un peu plus de 25 ans, c'était 60 ans à peu près, 60-65 ans, tu vois. Maintenant, c'est 50 ans, voire en dessous de 50 ans que le premier diabète de type 2 apparaît, tu vois, chez la plupart des gens. En tout cas, ceux qui sont prédisposés et Mmh. donc qui vont être plus sensibles au diabète. Tu vois, les années passent, enfin les décennies passent, et puis les problèmes, eh ben, ils deviennent, ils apparaissent à un âge bah, plus jeune. Voilà. Après, quand je te disais les glucides pour l'opportunisme, je te le disais pas dans le sens que ce doit constituer la base, mais que si dans la nature, des fois de temps en temps, tous les une fois par an, etc., tu trouvais des glucides, tu pouvais les manger. Oui, mais à l'époque, oui. C'est pas ça Mais, qui va te faire du mal, quoi. C'est ça que mais je tu voulais dire, vois, quoi. qu'est-ce qu'on mangeait, qu'est-ce qu'on pouvait manger à l'époque? Parce que l'amylase salivaire, c'est fait pour digérer les féculents, c'est-à-dire les amidons. C'est pas fait pour digérer les fruits. On n'a pas besoin d'amylase salivaire pour des fruits. Le fruit, il est composé de sucres simples qui n'ont pas besoin d'être d'être digérés par une amylase, tu vois. C'est vrai, ouais. Ouais. Donc, c'est uniquement pour les féculents. Qu'est-ce qu'on avait comme féculent? D'autant plus que l'humain, il n'est pas du tout capable de digérer un féculent s'il n'est pas cuit. En fait, le féculent, les molécules d'amidon, elles sont emprisonnées dans une membrane de cellulose. Et donc, quand tu le fais cuire, tu as ces petites billes d'amidon qui vont gonfler et qui vont faire exploser la membrane de cellulose. On n'a pas de cellulase. On n'est pas capable de dégrader ces membranes de cellulose. C'est pour ça qu'on a besoin de la cuisson. On a besoin que la cuisson vienne attendrir la membrane de cellulose des cellules végétales ou la faire exploser comme dans le cas de l'amidon. Et donc, de cette façon-là, on a accès à l'amidon qui est dans la cellule, mais qui est emprisonné par cette membrane de cellulose. Donc, à l'époque, déjà, les tubercules, ils étaient tout petits. Et après, pour en avoir une quantité suffisante pour s'en nourrir, il fallait arriver à les récolter, tu vois. Mmh. Avec l'agriculture, on a été capable de transformer
des pommes de terre qui devaient être grosses comme des cerises en gros machin, et puis d'en faire des champs. Mais à l'époque, alors moi je sais, au niveau sauvage, hein, moi je me suis un petit peu intéressé à ça, aux plantes sauvages. Mais quand tu vois les recettes des plantes sauvages, mais c'est de la fumisterie. C'est tu vas prendre quelques feuilles de machin et puis en fait, tu vas la foutre sur une tarte ou une quiche, bourrée de glucides. Tu peux pas te nourrir de ça. Tu vas pas te nourrir de ces feuilles. En fait, ces feuilles, elles servent juste de condiment. Ou si tu trouves des petits tubercules qui sont gros comme ça, c'est pareil, tu vas en trouver par-ci par-là, mais tu peux pas t'en nourrir. C'est pas possible. Et donc à l'époque, bah, la problématique, elle était là aussi. Imagine que tu passais, tu dépensais la majeure partie de ton énergie à chercher tes aliments. Tu doutes bien que tu vas pas t'amuser à passer du matin au soir à chercher des petits machins comme ça, alors que tu vois des gros mammifères et avec un seul, tu fais manger Bien des sûr, dizaines ouais, de ça personnes, tu on est vois. d'accord, ouais. Donc, si on réfléchit un petit peu, on se rend compte que cette histoire d'opportunisme vis-à-vis des végétaux, c'était rare et que c'était a priori en saison chaude avec des choses qu'on voyait. Parce que tu vas pas t'amuser à creuser, la terre pour espérer trouver un petit tubercule. Par contre, quand tu tombes sur un roncier et que tu vois plein de murs, ah là effectivement, là tu t'en nourris. Mais cet opportunisme, il était hyper rare. On ne se rend pas compte que quand on parle de rareté, c'est pas 3 fois par jour. Nous, on peut manger des fruits matin, midi et soir, on n'a pas de problème, tu vois? Les mûres, normalement les mûres de saison, c'est alors suivant les régions en France, c'est, autour du mois d'août, tu vois? Août, et puis des fois, plus dans le nord, ça va être début septembre. Bon, c'est sur un mois, tu vois? Dans chaque région, c'est sur un mois les mûres. Aujourd'hui, des mûres, tu en as toute l'année et les gens, ils vont en manger toute l'année parce qu'ils ont entendu dire que les fruits rouges, c'était bon pour la santé, c'était riche en polyphénols. L'antioxydant. Voilà, en antioxydants. Non mais arrêtez avec vos conneries. Non, les mûres, oui, tu peux en manger, quand c'est la saison et des mûres sauvages et encore, quand ils parlent d'antioxydants des mûres, moi j'aimerais bien qu'ils comparent les antioxydants qu'on a dans les murs de culture et dans les murs sauvages. Je suis sûr que ça n'a rien à voir. Bref, donc cet opportunisme, ouais, c'était très rare. C'était vraiment très rare. Mais cet amylase salivaire, j'imagine que certains ont étudié ça, mais je pense que c'est apparu après le début de l'ère agricole, en fait. Que quand on était chasseur et un petit peu cueilleur, bah, il y avait pas, en fait, de féculents à disposition, mais c'était tellement rare et puis tu t'imagines, tu vas pas t'amuser à creuser, c'est pas possible, quoi. Il y a que les cochons, sauvages, les sangliers qui font ça. Ils labourent des quantités astronomiques de terre pour en retirer, certains trucs qu'il y a dans la terre. L'humain, il allait pas faire ça. L'humain, il préférait directement décaniller le sanglier, tu vois? Il était pas con. Donc voilà. Très bien. Bah, écoute, on est OK pour, toutes les questions alimentaires. On va dire, j'ai une petite question bonus, on va appeler ça la question bonus. Ouais. Toi, donc tu as créé une marque de compléments alimentaires depuis, plus d'une dizaine d'années, il me semble? En C'est plus même, plus un petit peu 2000, plus? depuis 2000. Depuis 2000, donc ça fait, ouais, ça fait 24 ans. Je voulais savoir, au début, quand tu t'es formé en naturopathie, est-ce que tu as donné des consultations? Est-ce que tu as eu un cabinet? Combien de temps ça a duré, par exemple? Ouais. Alors, j'ai donné des consultations pendant quelques années avec des périodes, où il y en avait un petit peu moins et des périodes où il y en avait beaucoup. Alors beaucoup pour moi en tout cas, parce que, une consultation en naturo, ça demande, en moyenne 1 heure et demie Mmh. et donc beaucoup pour moi, c'était 4 par jour. Donc ça, c'est beaucoup pour moi parce que, ça demande beaucoup d'énergie en fait. Quand tu es avec une personne, tu dois être avec elle à 100. Tu es là pour la personne à 100. Tu l'écoutes, tu réponds à ses questions, tu lui apportes, des informations, mais en fait, il y a une espèce de connexion avec le patient et en fait, ça te coûte de l'énergie, tu vois? Moi, en tout cas, j'ai jamais pu faire sans et c'est vrai que des fois, suivant les personnes, tu te sens quand même plus ou moins vidé. Donc ça a été un problème. Mon énergie, elle est quand même limitée. Voilà, donc j'ai dû faire un choix et donc après ces années où j'ai donné des consultations, j'ai décidé de créer, notre société de vente de compléments alimentaires parce que je me suis rendu compte que j'allais pas être capable de faire ça toute ma vie, ça allait pas être possible, que si tu veux gagner ta vie en tant que naturopathe, bah, il faut quand même en faire des consultations parce qu'on a quand même 50 de charges. Donc tu fais payer un certain montant, supposons qu'on fasse payer 100 €.
Tu fais payer 100 €, bah, il te reste 50 €. Et après, sur ces 50 €, quand tu déclares ça, tu as en plus les impôts qui viennent dessus. Donc il faut quand même avoir conscience que, bon, c'est pas évident, hein, et que comme notre temps, comme le temps qu'on passe avec les personnes, ben, on peut pas faire moins, en fait. Une première consultation, c'est pas possible de faire moins d'1 h 30. En tout cas, moi, j'en suis pas capable. Après, pour d'autres consultations, on peut éventuellement passer à 1 heure, donc ça, c'est possible. Mais voilà, 1 h 30 première consultation, moi, je peux pas en faire 50 dans la journée, hein, et 4, c'est vraiment le maximum, hein. Donc voilà. Donc aujourd'hui, j'en fais un petit peu de temps en temps. Je fais surtout pas de pub parce que je ne veux pas je veux pas que, les gens, viennent en trop grand nombre parce que je suis obligé de dire non. Voilà, je veux en faire un petit peu de temps en temps, parce que c'est quand même bien d'avoir ce contact avec les gens. Quand tu donnes des conseils, tu vois, quand tu as une chaîne YouTube, tu donnes des conseils. Tu es le sachant, tu vois. Tu donnes des conseils aux gens, mais si tu as pas un retour, tu peux pas savoir si tes conseils ils sont pourris ou pas. Et quand tu maintiens ce lien avec les personnes et quand tu donnes des consultations, bah là, tu te rends compte qu'il y a des fois des conseils qu'il faut peut-être modifier. Et puis tu te rends compte aussi que c'est pas aussi simple. Un humain, c'est pas une machine, c'est pas une voiture que tu répares. Des fois, il faut vraiment se casser la tête pour arriver à trouver la problématique de la personne. Bon, heureusement, la plupart du temps, ça reste quand même, les gens, ils font quand même les mêmes erreurs. Et puis souvent, les personnes qui viennent voir des naturopathes, c'est des personnes qui ont réfléchi, qui ont changé des choses, et qui ont changé des choses en pensant bien faire. Bah, malheureusement, c'est souvent une alimentation qui est beaucoup trop végétale, avec beaucoup trop de légumineuses, beaucoup trop d'oléagineux, pas assez de protéines animales, beaucoup trop de gras complètement toxiques à base d'huile végétale, de type tournesol, cartame, toutes les huiles végétales, le lin, voilà, toutes ces huiles végétales qui sont trop riches en acides gras polyinsaturés, que le corps ne sait pas utiliser. Entre parenthèses, le corps essaie de brûler les acides gras saturés. Les acides gras polyinsaturés, c'est pas du tout la même chose, hein. Voilà, donc c'est des gens qui font souvent les mêmes erreurs. Et puis parfois, tu tombes sur des patients qui ont écouté toutes tes vidéos et qui font quasiment tout bien, sauf des fois un petit truc. Et c'est ce petit truc qu'il faut trouver. Une dernière petite question, bon, je vais peut-être pas demander que tu détailles ça parce que ça prendrait trop de temps, mais à quoi ça ressemble, ton métier de je enfin, comment on pourrait appeler ça, Créateur de contenu, c'est le Non, terme, non, non? de complément Ah oui, non, alimentaire. de complément alimentaire. À quoi ça ressemble en quelques lignes, ce métier? Alors le monde du complément alimentaire, c'est déjà du commerce. C'est-à-dire qu'on vend des produits. Tu peux proposer le meilleur produit du monde. Si personne l'achète, eh ben, tu vas pas en faire grand-chose, tu vois? Donc déjà, il y a cette problématique. C'est que nous, depuis qu'on vend nos produits depuis presque 25 ans, eh ben, on s'est rendu compte qu'il y a eu des modes. Il y a eu la mode de tel produit, alors par le passé, il y a la mode de l'açaï qui en fait, c'est un petit fruit, qui vient de je ne sais plus quel pays, tropical, mais Le Brésil, je voilà, crois. mais bon, enfin, c'était vraiment un truc, pipeau. Il y a eu la mode des produits minceurs. Alors on a vendu des produits minceurs et puis un jour, et bah, avec François, on s'est dit: «Bon allez, maintenant, il faut qu'on arrête parce que c'est quand même n'importe quoi». Donc on n'a plus de produits minceurs depuis déjà pas mal d'années parce que c'est pas sérieux, en fait. On sait que l'efficacité de ce type de produit, c'est infime. Alors il y en a, c'est zéro, c'est carrément zéro. Il y en a plein, c'est complètement mensonger. Et ceux qui sont efficaces, c'est infime et que voilà, donc on a arrêté. Les produits minceurs, au niveau commercial, c'est le top. Voilà. Produits minceurs, tu tu les vends. Mais on a choisi de supprimer notre gamme, des produits minceurs parce que, c'est du pipeau, quoi. Il nous reste un produit qui permet de diminuer, les fringales au sucre parce que ça marche bien et parce que ça permet de réguler, la glycémie, donc ça, on a gardé. Mais tous les brûle-graisse, enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Donc voilà, donc on est une société commerciale, on vend des produits que les gens doivent acheter, sinon, nous, on vit pas. Donc on a cette problématique. Donc il y a des produits à la mode qui ne sont plus à la mode, qu'on doit arrêter. Et puis il y a des nouveaux produits qui, deviennent à la mode et après, bah, moi je fais le tri entre les produits pipeau et les produits qui ont un réel intérêt. Les produits qui ont un intérêt et que, bah, j'espère que les gens vont utiliser.
Et c'est ça qui est pas évident, en fait. De toute façon, quand tu vends des produits, tu as toujours une règle. Tu as 20% des produits qui vont faire 80% de ton chiffre, tu vois. OK. C'est toujours ça, en fait. C'est une petite quantité que les gens vont acheter. Du coup, bah, il y a d'autres produits qu'on vend moins bien. C'est un peu dommage parce qu'on a des produits qui sont super, mais qui sont pas assez connus. Alors, faudrait que je passe plus de vidéos sur ma chaîne où je parle des produits, mais moi, j'ai pas envie de saouler les gens avec ça. Moi, je suis pas là pour vendre sur ma chaîne, je suis pas là pour vendre mes produits. Je suis là pour faire des vidéos. Moi, c'est ça qui a motivé la création de cette chaîne. Et du coup, je parle peu, tu vois. Je sais pas combien j'ai fait de vidéos, mais plus de 300. Enfin, je sais même pas combien j'en ai fait, mais sur les 300 vidéos, je parle peu des compléments alimentaires à tel point qu'il y a des fois des gens qui me disent: «Ah ben tiens, je savais pas que tu avais des compléments alimentaires». Des vidéos qui parlent que des compléments alimentaires, j'en ai fait, je sais pas moi, peut-être 3. Alors c'est pas un très bon truc parce que je sais que je devrais en parler plus, tu vois? Dans chaque vidéo, je devrais dire, que j'ai une société de vente de compléments alimentaires, mais bon, ça me gêne, tu vois? Je me mets à la place du consommateur et ça me gêne en fait, tu vois? Il y a des fois, j'écoute, des gens sur des chaînes et beh, je sais qu'il faut qu'ils vivent. Mais ce message publicitaire constant, mais je fais ci, je fais tel truc et moi ça me gêne en tant que consommateur et du coup, je me mets à la place des gens et j'évite un petit peu de trop les saouler, avec cette partie commerciale qui fait partie de ma vie et c'est grâce à ça que je peux avoir une chaîne YouTube et que je peux, me dégager du temps pour faire les vidéos parce que ça demande beaucoup de temps, en fait. Et ces dernières années, si j'ai pas fait trop de vidéos, bah, c'est parce que j'en avais un peu assez de passer des heures derrière mon ordinateur à faire du montage. Parce que les gens, ils se rendent pas compte, bon, toi, tu le sais, mais quand tu fais tu vois, par exemple, la petite vidéo là que j'ai faite sur le nourrisson et la cétose, bah, ça m'a pris, en recherche, parce qu'il faut trouver les infos sur le net, tu vois? C'est pas évident. En Ouais, recherche, ça m'a pris 2 3 heures. Ensuite, je rédige ce que je vais dire pour rien oublier, donc ça me prend, une bonne heure. Ensuite, je tourne la vidéo, donc une vidéo qui dure un quart d'heure, ça va me demander, je sais pas exactement combien de temps j'ai mis, mais bon, peut-être 3/4 d'heure, tu vois? Une demi heure, 3/4 d'heure, je sais plus exactement et ensuite il y a le montage. Alors le montage, ça m'a demandé, je pense, 1 heure et demie à peu près, 1 heure et demie. Après, tu as la création du plan, la création de la miniature, la fiche description sur YouTube. Ça demande, tu vois, une petite heure en plus, tu vois? ah ouais, Et en fait, une petite vidéo qui fait 16 minutes, bah, tu te retrouves à, je sais pas moi, 5 6 heures de boulot. ouais. Pratiquement une journée, quoi. Donc Pratiquement, donc quoi. c'est pour ça, en fait, c'est assez chronophage et les gens, ils aiment bien quand j'apporte des sources et tout, mais c'est long à chercher. C'est long à chercher, faire une petite vidéo comme ça de rien du tout, ça demande beaucoup de temps et moi, je suis obligé de me dégager du temps dans le Digiform. Tu vois? Bon, bah, j'ai des trucs à faire et il faut que j'arrive à voilà, je pousse un peu les meubles, tu vois? Pour arriver à me dégager du temps, pour arriver à faire les vidéos, à faire mon boulot dans Digiform, à faire mon boulot dans ma maison. Parce que j'ai acheté une vieille maison, enfin, on a acheté une vieille maison il y a pas mal d'années, mais une maison à retaper et bah, c'est moi qui fais une bonne partie, des travaux et voilà et je veux arriver à avoir une vie où je fais un petit peu tout. Mon but, c'est pas de retaper ma maison, 8 heures par jour, pendant 6 mois et avoir une belle maison au bout de 6 mois. Ça prendra le temps qu'il faut, mais je veux pouvoir, lire, hein, je veux pouvoir, bah, travailler. J'ai quand même mon boulot qui me fait vivre dans Digiform. Je veux pouvoir faire des vidéos, je veux pouvoir répondre aux gens. Quand je poste une vidéo, il y a des commentaires et donc j'y réponds. Ça aussi, ça prend beaucoup de temps. Et voilà, mon but, c'est d'arriver à avoir une vie assez harmonieuse. Voilà, pas évident. En tout cas, de l'extérieur, j'ai l'impression que tu y arrives plutôt bien, mais c'est qu'une impression. J'y arrive, hein, mais tu vois, c'est un effort, c'est un travail, tu vois? Pour arriver à faire ça, il faut que je fasse attention, que je me laisse pas piéger parce que des fois, je me laisse piéger. J'ai tendance à faire une activité à fond pendant Mmh. quelques jours. Du coup, tout le reste, ça prend du retard. Mmh. Que ce soit les travaux, tu vois? Là, il y a quelque temps, là, avec un ami, on a fait des travaux, bah, presque toute la semaine. Bon, bah, du coup, j'ai du retard dans Digiform, mes vidéos, bah, elles sont en plan, j'ai des Mmh. montages en attente et ça me plaît pas. Mais bon, après quand j'ai l'aide d'un ami, j'ai pas le choix parce que lui, il est disponible de tel moment à tel moment. Ouais. Après, quand moi, je me débrouille tout seul, là, je peux gérer mon temps et j'ai la chance de bosser chez moi
et de pouvoir gérer mon temps comme je veux. Il y a plein de gens qui n'ont pas cette chance. Donc c'est une chance, mais aussi il y a le revers de la médaille, c'est que des fois, tu peux gérer ton temps, mais des fois, tu en fais trop en fait. Et moi, je veux continuer à pouvoir lire, à pouvoir être un petit peu dehors, parce que lire, c'est super important. Pour moi, c'est absolument capital, arriver à lire le maximum pour m'informer, pour acquérir de nouvelles connaissances, pour être à jour. C'est absolument vital de lire. Ça, et je conseille aux gens de lire, en fait. D'ailleurs, petite parenthèse, pour le régime cétogène, c'est absolument indispensable, pour ceux qui veulent suivre un régime cétogène de façon sérieuse, de lire. Alors, je vais conseiller, après dans mes prochaines vidéos, je conseillerai tous les livres qui me paraissent intéressants. Il y en a quelques-uns que j'ai lus qui étaient vraiment aucun intérêt. Mais je conseillerais quelques livres pour que les gens, ils aient cette connaissance, pour qu'ils sachent où ils vont, pour qu'ils sachent l'intérêt du régime cétogène, toutes les études qui ont été faites, tous les thérapeutes qu'il y a à travers le monde qui utilisent avec succès le régime cétogène sur leurs patients. Et c'est important en fait, c'est vraiment important. Et puis c'est surtout aussi pour que les gens aient des réponses face aux personnes qui vont toujours poser les mêmes questions. Moi, quand je parle du régime cétogène, on pose toujours les mêmes questions. À la fin, écoute, je vais imprimer des trucs, je vais le filer aux gens. Ah, mais tu pas peur d'avoir des problèmes à manger trop de viande mais tu manges pas de fruits, comment tu fais pour les vitamines? Ah, tu sais, les acides gras saturés, il paraît que c'est pas bon. Enfin, tu vois, toujours les mêmes questions. Je Mmh. pense qu'il y a 10 questions, elles ressortent tout le temps dès que je dis que je mange cétogène et que j'explique ce que c'est. Donc, bah, les gens, il faut qu'ils puissent répondre éventuellement, parce que des fois, le plus simple, c'est de dire, écoute, moi, je fais ça, je pense que c'est bon pour moi, c'est ce qui me convient, et puis voilà. Parce qu'en fait, après, tu rentres dans des discussions des fois un petit peu houleuses, parce que quand tu parles d'alimentation, eh ben, c'est quelque chose qui est intime chez l'autre. Tu vois, l'alimentation, des fois, c'est lié à plein de trucs qui sont pas juste, «Qu'est-ce que je mange pour me nourrir?» et en fait, tu te rends compte que tu as l'impression de parler ou de politique ou de religion. Il y a des fois des gens qui sont aussi, virulents que si, tu les attaquais sur leur religion. Mmh. Parce que, bah, oui, bah, parce qu'en fait, tu es en train de leur dire que l'alimentation qu'ils ont aujourd'hui, elle est la cause de leurs problèmes de santé éventuellement présents ou de futurs problèmes de santé. Et du coup, c'est dur à entendre. Tout à fait. Beh, écoute David, je t'ai posé toutes les questions que je voulais. On a fait, je pense qu'on a fait une bonne heure et demie. Donc, Ouais, bah, je te remercie parce que comme, tu nous viens de nous dire, ton temps est précieux, donc, merci d'avoir partagé, tout ça avec nous. Je mettrai tous les liens vers, enfin, tu m'enverras les liens que tu veux que je mette ouais. en description de la vidéo et je mettrai tout. Et puis voilà, bah, écoute, je te remercie encore une fois et puis si tu veux terminer sur un mot de la fin, je t'en prie. J'aurais dû préparer le mot de la fin, mais je n'ai pas préparé. C'est pas grave, hein, c'est pas Bah, le grave. mot de la fin, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être, bah, si vous êtes curieux, eh ben, essayez au moins de comprendre ce qu'est le régime cétogène avant de le critiquer et avant de le mettre à la poubelle. Allez voir des témoignages, lisez des livres et puis, vous verrez peut-être que, derrière ce mot, qui finit par me gêner, en fait, cétogène, j'aimerais bien qu'il y ait un autre mot parce qu'en fait, ça gêne beaucoup de personnes. Cétogène, ça gêne, des gens. Donc, je sais pas, alimentation ancestrale, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais voilà. Dites-vous que si, je suis allé vers le régime cétogène aujourd'hui, bah, c'est peut-être qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant et je ne suis pas le seul à aller, vers, ce type d'alimentation. Il y a beaucoup de thérapeutes qui, ont testé plein de choses et qui finalement se rendent compte que toutes ces choses, bah, c'était pas une alimentation optimale. Tous ces régimes alimentaires, ils étaient pas du tout optimaux et le régime cétogène qui peut être, pratiqué, de différentes façons, hein. Il n'y a pas une façon de le pratiquer. Moi, je le pratique avec, pas mal de légumes. Il y en a qui le pratiquent, sans légumes. Bon, voilà, à chacun de trouver, ce qui lui convient, mais en tout cas, voilà, moi, ça me semble être, un truc, vraiment intéressant. Donc, voilà, soyez curieux. Ça marche. Bah, je te remercie encore une fois et je remercie tous ceux qui nous ont suivis jusque-là. À Bah, merci bientôt. Jérémy. Merci Jérémy, à bientôt.